au soir du 27 décembre, Traoré Fouligué est élu comme député, on ira en Côte d'Ivoire. Après la rentrée parlementaire, dans toutes les destinations, c'est le pays on va mettre de l'ordre ici. On va faire en sorte que la vie soit facilitée aux habitants d'Anima. Parce que quand on est élu... Bonjour à tous, bienvenue à notre émission Le Rendez-vous des Champions. Nous sommes aujourd'hui dans la localité d'Anyama et aujourd'hui nous sommes avec M. Traoré, qui est le secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ADCI, qui est notamment candidat déclaré aux élections législatives de la commune d'Anyama au compte de l'ADCI. Nous venons qui nous parle de son programme, de sa vision de la Côte d'Ivoire, parce qu'un député, ce n'est pas être seulement une circonscription, mais c'est être député de la nation. Donc, restez branchés, restez connectés, abonnez-vous massivement à notre page YouTube quand nous allons décortiquer le programme de M. Traoré, candidat déclaré aux élections législatives d'Anyama. Bonjour M. Traoré. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui, ça va super bien. Alors rapidement, la première question, moi je vais vous demander pourquoi le choix d'Anyama? Parce que on a regardé un peu sur votre page, Facebook notamment, pourquoi vous avez été candidat à Bobo, Anyama, donc Anyama, je crois que c'était à la mairie aussi. Pourquoi vous n'êtes pas maire ou bien vous voulez être député? C'est quoi le paradoxe? En fait, détenus de tous les instruments qui vont pouvoir nous aider à aider nos communautés. En tant que député, on peut aider. En tant que maire, on peut aider. Et toutes ces aides-là, on veut détenir de tous ces instruments pour pouvoir aider les communautés. Donc, à Nyama, pourquoi? Déjà parce qu'on est né ici, on a grandi ici. Moi, depuis ma naissance, je n'ai jamais fait un mois hors de cette commune. Ah bon? Un mois hors d'Anyama, jamais. Et donc, j'ai un lien fort avec Anyama. J'ai été à l'extérieur du pays. Mais je n'ai même pas pu faire un mois. Parce qu'il y a quelque chose de particulier que je partage avec cette ville-là. Et donc, Nyama m'a tout donné. Il faut travailler pour cette commune-là, à relever, à l'amener à relever les défis innovés. D'accord, c'est bien noté. Alors pourquoi vous avez choisi de vous engager en politique? Parce que, avant de regarder, vous avez très bien pu choisir peut-être une autre vocation, mais vous avez choisi la localité d'Anyama. Vous avez choisi la politique, qui est quand même une bonne chose. D'accord, on va couper la partie. Donc je disais, par rapport à votre engagement politique, pourquoi est-ce que vous avez choisi de militer en politique? Vous avez peut-être choisi d'autres sphères de la société, mais votre cœur a une vibration pour la politique. Donc nous, on veut savoir, les internautes veulent comprendre, la Côte d'Ivoire veut comprendre. Donc parlez au peuple de Côte d'Ivoire. D'accord, je vous explique clairement et simplement. Quand vous êtes au niveau de base, c'est un jeu de la société civile. J'ai dirigé des organisations en politique. J'ai été président du conseil scolaire au lycée Moulin d'Anyama en 2015. Et là-bas, j'ai commencé à mener des actions à petite échelle qui avaient déjà de grands impacts sur la qualité de vie de mes camarades élèves et même des Anyamalais. J'ai contribué à la réhabilitation de toilettes. Par une plaidoirie, j'ai fait cotiser mes amis pour réhabiliter les toilettes du lycée Moulin d'Anyama. Ah bon? J'ai milité pour qu'il y ait des dos d'âne à l'entrée du lycée Moulin d'Anyama parce que là-bas il y avait des accidents. J'ai défendu le droit des élèves par rapport à cette injustice. Mais à partir de là, les camarades identifient en moi une petite germe de leadership et donc décident de continuer avec moi. Ils font de moi président de la plateforme des conseils scolaires, donc le président de tous les élèves d'Anyama. Et là encore, on continue de mener des actions qui sont impactantes pour mes camarades élèves. C'est cette génération-là qui nous suit jusqu'à aujourd'hui. Après l'obtention du bac, on fait face à une injustice. L'injustice, c'est quoi? On a 13 communes dans le district autonome d'Abidjan. Seul Anyama n'a pas de ligne de bus. Pourtant, nous sommes nouvellement étudiants. Il n'y avait pas de bus à Anyama en ce moment.
Et donc, on était obligés, nos amis étaient menacés de déscolarisation. Parce qu'à Niamey, comme on dit, avant d'arriver ici, vous avez vu un peu le trajet, ça coûte cher. Ce n'est pas la scolarité, mais le transport coûte beaucoup trop cher. Et donc, certains parents étaient en train de mettre au garage, à la case, au garage les enfants. Parce qu'ils n'ont pas seulement les moyens. On c'est une zone précaire où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Et donc, nous, on a trouvé que c'était une injustice. On a décidé de crier à la Sopra. Parce que dès l'obtention du bac, mes amis m'ont fait confiance et ont fait de moi le président de l'AGA, Amicale des jeunes étudiants ressortissants d'Aniama. Et donc, à ce titre-là, j'ai écrit à la Sopra. Mais il y a une injustice à Anyama. Toutes les communes d'Abidjan ont des lignes de bus, sauf Anyama. La Sopra nous reçoit, on fait les séances de travail. Et la Sopra nous met au défi de récolter 5000 signatures pour une pétition. Mais est-ce que ça c'est le vote du maire? Absolument. Donc je peux venir, vous allez comprendre pourquoi je m'engage en politique. Ah bien, voilà, effectivement. Et donc je fais cette démarche-là, et la Sopra me reçoit, et on fait les pétitions par plus de 10 000 signatures. Et la Sopra a notre volonté de faire venir les bus à Anyama. Et on fait les procédures ensemble. Les bus arrivent à Anyama. Pour le grand bonheur et des élèves et des étudiants, mais pour toute la population d'Anyama. Parce que nous aujourd'hui, on n'empêche pas les bus. Mais c'est nos parents qui en bénéficient, nos parents qui vont faire le commerce ailleurs qui en bénéficient. Est-ce que tu comprends? Donc voici une activité que nous avons menée pour nous à petite échelle et qui a un impact sur la qualité de vie, sur le terrain de vie de chaque Anyamalais. Mais on sort de là. On regarde l'hôpital général d'Anyama. En son temps, quand tu arrives à l'hôpital général d'Anyama, tu es obligé d'apporter un ventilateur. Si tu accompagnes un patient. Ah bon? Parce qu'il n'y avait pas de ventilateur. Une chaleur. On dit, mais nous, en tant que jeunes étudiants, c'est pas notre zone de compétence, mais l'hôpital général appartient à tout le monde. On peut s'y retrouver tout le temps. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai appelé mes amis, j'ai dit, mais cotisons, un ventilateur, ça coûte combien? Un brasseur dans les chambres, ça coûte combien? On va en acheter des dizaines. Et on va équiper les chambres de l'hôpital en ventilateur. Et on a mené cette action. Vous allez me dire encore que ça, c'est pas le rôle. Ça, c'est le rôle du maire. On revient encore, on continue. Est-ce que vous savez que nous, on a réussi à reprofiler les voies animées ici? On a fait des reprofilages. On a pu aller négocier avec des PDG d'entreprises pour que ceux-ci puissent nous aider, nous accompagner dans notre processus de reprofilage. Parce qu'à Niamey, le problème le plus grave, c'est la route. Il n'y a pas de route à Niamey. En dehors de la route principale, de la terre principale et de l'autoroute, dans les quartiers, vous ne voyez pas de route. Et donc, il y a une urgence quand il y a des malades qui doivent être exfiltrés des quartiers d'urgence, mais le pire peut subvenir en route. Et donc, nous, conscients de cela, on ne peut pas écouter toute la ville. Mais ce qu'on peut faire, c'est de voir les zones les plus urgentes, les plus dangereuses. Et donc, on décide d'aller plaider et on paye une somme à cette entreprise-là pour qu'elle puisse nous accompagner. Mais là, on se cotise, parce que je vous vois venir de mais comment vous financez tout ça? J'allais vous poser la question. On se cotise. Donc c'est des fonds propres. D'accord. On s'appelle, c'est le brouilleur, c'est le jeu. Donc en gros, on va avoir un engagement politique. Non, l'engagement politique naît de tout ça. On mène ces actions-là, mais ces actions au niveau micro peuvent avoir de grands impacts au niveau macro. Parce qu'on a un grand projet pour Anyama. Et donc on se dit, mais on a des projets, on est jeune, on est en train d'avoir clairement un impact sur la qualité de vie, mais l'instrument légal et légitime pour voir mener ces gens d'action, c'est quoi? C'est la mairie, c'est l'hémicycle. Et donc, indéniablement, on s'assoit, on réfléchit, on s'engage politiquement. Mais avant, nous, on ne voulait même pas parler politique. Donc, pensez-vous que l'ancien député n'est pas mieux son travail? Ah non, je ne parle pas de l'ancien député. Je parle des actions que nous avons menées. Ah, mais vous avez l'impression que l'ancien député ne travaille pas bien. Non, je ne parle pas de l'ancien député. Soyez concret. Non. Écoutez, je ne marche pas sur le mot. Voilà, je ne marche pas sur le mot. Je dis simplement le parcours, ce que nous on a fait. Voilà, je parle de nous d'abord. Si la question revient sur le bilan des anciens députés, on doit en parler. Voilà. Nous sommes là pour ça. On va progresser. Okay. Merci pour vos analyses. Alors, la prochaine question, c'est vous êtes militant à ADC et moi je vous admire franchement en tant que jeune secrétaire national au chef de la jeunesse. C'est encouragé, vous voyez, un jeune comme nous qui est déjà au plan national, c'est encouragé. Alors, d'où part, je suis content quand vous voyez l'ADC.
Comment est-ce que vous avez pu trouver le contact pour vous réaliser? D'accord, bon, déjà, il n'y a pas. Quand on parle de contact, mon premier contact avec ADCI, c'était la naissance de ADCI. Je suis membre fondateur de ADCI. J'ai participé à l'Assemblée générale constitutive de ADCI. Et donc, je suis membre fondateur. J'admire énormément le leadership du président Assalé Timoko Antoine. Je l'ai observé de très loin. J'ai regardé ses actions, ses engagements, ses combats. Je les partageais profondément. Ah, mais lui, il y a une discussion du populisme là. Ah oui, mais les gens, ce qu'ils appellent le populisme là, c'est le rôle du député qu'ils ne connaissaient pas hier. Et selon vous, c'est quoi le rôle du député? Le rôle du député, il doit voter les lois, il doit contrôler l'action du gouvernement, il doit protéger et défendre sa population. Parce qu'en fait, Maintenant, le troisième point, protéger et défendre la population, c'est Assalé Timoko, le président Assalé Timoko, qui est en train de faire découvrir ça à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui est appelé populisme aujourd'hui. Sinon, ce qu'ils appellent populisme là, il y a des gens qui s'amusent à appeler marquer le milieu récupérateur. Mais tout ça, c'est bien. bon, j'ai entendu aussi des Kirikou. Oui, mais non, le Kirikou là, c'est nous on regarde ça. Parce que Kirikou, il est petit, mais il sauve tous les villages. Voilà, donc c'est nous-mêmes, ces militants qui lui ont donné ce surnom là. On dit, oh, il est cool, non, mais il dit, mais il a des impacts. Le populisme que les gens disent. Quand le populisme a un résultat concret, c'est un bon populisme. Et nous, on est fiers de défendre aujourd'hui un populiste. Un populiste qui fait en sorte que le coût de la vie est réduit en Côte d'Ivoire, c'est un bon populiste. Un populiste qui prend position pour la population les plus faibles. Mais on a tous été témoins des combats qu'il mène. Assalé Timoko n'a jamais défendu quelqu'un par affinité. Quand il s'engage dans le combat de Kobe Bakari, c'est pas parce que la victime s'appelle Assalé ou bien Timoko. Non, il n'y a pas de cousin, il n'y a pas de frère, il n'y a personne dedans. Il défend simplement les Ivoiriens qui ont trouvé refuge auprès de lui et qui n'ont plus confiance en leur institution. Et donc ils sont obligés de se réfugier auprès de quelqu'un qui ont clairement. Les Ivoiriens ont voté. Je pense qu'ils ont voté tout récemment à la présidentielle. Oui, bien sûr. Les gens n'ont pas confiance aux institutions. Quand je parle des institutions, il y a les pouvoirs sont séparés en Côte d'Ivoire. Il y a des réalités en Côte d'Ivoire. Le président de la République est le symbole de toute notre nation. Mais à côté du président, il y a plusieurs autres institutions. Donc vous pensez qu'actuellement il y a des institutions qu'il faut abolir carrément, qui ne sont pas nécessaires? Non, on n'en arrive pas encore là. Je pense que le président s'est largement prononcé sur ces questions-là, sur des institutions qui n'ont pas leur place dans notre pays, qui sont budgétivores et qui ne font pas le travail des Ivoiriens. Et donc il faut soit supprimer simplement ou soit remplacer. Mais moi je ne suis pas sur ce volet-là. Je dis simplement que les Ivoiriens n'ont pas confiance à certaines de leurs institutions. Et ça c'est une réalité. Si tu vois que les Ivoiriens prennent Assalé Timoko comme modèle, comme au lieu de se confier à la justice ivoirienne, ils vont se réfugier auprès d'une personne morale. Donc c'est clairement un acte de manque de confiance en l'institution. Si la justice était équitable, était juste, mais tous les Ivoiriens allaient porter le problème à la justice. Donc vous êtes sûr que la justice n'est pas équitable en Côte d'Ivoire? Non, vous n'allez pas m'amener à dire ça. Ah mais en vous entendant, on a l'impression que la justice n'est pas équitable. Les Ivoiriens vous écoutent là. Oui, mais moi je parle aux Ivoiriens. Et ce que je dis, c'est que les Ivoiriens, allez-y, si les Ivoiriens vont se réfugier, si on dit va chez la tante Marguerite, et que c'est la tante Marguerite qui est habilitée à te donner à manger, et que tu ne veux pas manger chez tante Marguerite, mais tu vas manger chez une autre tante qui est à côté. Pourtant, elle, c'est elle qui a le droit de te donner à manger. Il y a un problème. Il y a clairement un problème. Ou bien avant d'aller chez tante Marguerite, tu vas chez quelqu'un d'autre d'abord, accompagne-moi chez tante Marguerite. C'est-à-dire que si je vais seul, je ne vais pas manger. C'est une réalité, c'est pas un jugement. Ça, c'est pas la philosophie africaine. C'est pas comme ça les Africains sont en réalité. Non, mais on nous a monté l'esprit ou bien? Non, mais il y a des cas. Les gens ont été confrontés à des situations qui ont été infructueuses. Les gens ont l'impression qu'ils sont dans du deux poids, deux mesures. Et c'est compliqué. Et aussi, il faut reconnaître quelque chose. M. Assalé Timoko a fait le droit. Donc, il connaît parfaitement les stratégies, les oubliages pour pouvoir défendre véritablement convenablement ses confrères ivoiriens. Donc, c'est ce qui. D'accord, je vais caricaturer un peu. Donc,
le droit en question, on va parler du droit. Pour quelqu'un qui a fait le droit, un jeune qui a fait le droit, qui veut se lancer en politique, vous pensez qu'avec le droit, c'est quand même une bonne insertion parce qu'il connaît le code. Il pourra mieux réagir lors des débats parlementaires. Est-ce que vous pensez qu'avec le droit au moins, il pourra mieux s'insérer à l'hémicycle? Oui, c'est un atout, mais ce n'est pas le seul atout. D'accord. Allez-y. Connaître le droit, c'est un atout, hein, mais ce n'est pas le seul atout. Il faut d'abord pour faire la politique, il n'y a pas de diplôme spécifique qui fabrique le bon politicien. Pour moi, le bon politique, c'est quelqu'un déjà qui connaît réellement les problèmes de ceux qui veulent gouverner. Vous connaissez les problèmes dernièrement? Absolument. Je t'ai dit tout à l'heure, je n'ai jamais fait un mois dernièrement. Quand il n'y a pas d'électricité, c'est sous moi. Comment parler? Voilà. Et donc, les problèmes de voirie, je connais les aspirations les plus profondes des populations dernièrement. Parce que vous êtes jeune, je vous rappelle ça. Bien sûr. Souvent les jeunes, quand on les regarde après, quand ils ont le mandat, pendant le quinquennat, on ne les voit plus. On ne les voit plus. Et on est confronté à ce type de personnes. On a connu combien de jeunes on ne les voit plus. Bon, c'était une parenthèse. C'est moi qui pose des questions. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont réussi à accéder au pouvoir. Les partis politiques ne donnent pas la chance aux jeunes de compétir pour les élections locales. Et c'est quelque chose qu'il faut dénoncer. Et même dans notre constitution ne prévoit pas, la constitution prévoit. La constitution prévoit que l'État et les collectivités territoriales doivent nécessairement et obligatoirement contribuer à la participation politique des jeunes de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut attribuer un quota des jeunes à l'hémicycle? Il faut qu'on ait un quota. Un quota un peu comme les femmes, oui. Comme le quota qui est 30% de 30%. Je ne suis pas trop pour ça. Pourquoi? Les raisons? Parce que les jeunes peuvent s'engager. La politique là, on ne fait pas de dons, on ne fait pas de passes à l'adversaire. Les jeunes doivent s'engager, ils doivent comprendre qu'ils doivent lutter pour prendre leur place. Il faut répéter ça. Non, mais on doit s'engager clairement. On ne fait pas de dons en politique, on ne fait pas de passes à l'adversaire. Donc c'est pas parce qu'on est jeune que les gens vont dire, bon, comme vous êtes jeune là, bon, on va vous donner un quota. Non. On doit se battre pour obtenir notre place. Et on constitue plus de 70% de la population ivoirienne. Et l'un des principes majeurs de la démocratie est que ce soit la majorité, la voix de la majorité qui puisse porter. Non, mais ici, les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Mais vous n'en êtes pas les Français. Il faut qu'ils s'intéressent. Mais on est des libérales. La réalité est en train de changer. Vous avez pu consulter la liste des candidats pour les élections législatives. Vous verrez qu'il y a beaucoup de jeunes. Pratiquement 60% de cette liste-là est consultée. Je vous l'accorde parce qu'on était à la réunion avec le président de la CEI récemment, je crois que c'était bondé de jeunes et c'est admirable, franchement. Et je vais vous faire une confidence. Allez-y. Je suis fier de cela. Et je vais célébrer ça avec tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Je me suis retrouvé isolé en 2023. J'ai été candidat indépendant aux élections municipales à Niamey ici en 2023. Et j'étais pratiquement le plus jeune candidat de toute la Côte d'Ivoire. Et de l'histoire de la Côte d'Ivoire, apparemment, il y a pas de jeunes qui ont déjà candidaté et qui avaient le même âge que moi. Et donc aujourd'hui, quand moi je reçois des appels de partout, des jeunes de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, et qui veulent avoir l'expérience, comment est-ce qu'on a réussi à le faire? Du fait de simplement. D'accord, merci beaucoup. On va progresser. Revenons à Niamey, parce que c'est ça aussi le titre de l'émission. Nous sommes là pour parler du programme. Qu'est-ce que vous proposez concrètement à cette belle commune, la commune d'Aniamey? C'est vrai, vous avez dit que l'Aniamey a été délaissé pendant un certain nombre d'années, et en tant que jeune leader, vous avez vu l'espoir. Vous qui incarnez l'espoir de la jeunesse, vous pouvez apporter des solutions pour améliorer la bonne commune d'Aniamey dans toute sa splendeur. Donc on vous écoute. Concrètement, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous avez comme programme pour le niveau d'Aniamey? Nous ne sommes pas en période officielle de campagne. D'accord. Il sera difficile de dire le programme. Ah, mais j'ai eu tout récemment des opinions. Oui. Le programme est... Nous, on fait les choses selon la loi de notre pays, selon le code électoral. Ah, mais le peuple vous attend. Le code électoral nous l'interdit clairement. On ne peut pas dérouler notre programme de campagne, notre projet de société. Donc vous n'avez pas de site web, c'est disponible à tout le monde. Non, on n'a même pas le droit de le faire. Si on le fait, c'est une violation. C'est une violation. Ok. Voilà, si je dis à l'émission ici, voici les différents points de mon projet de société. Mais on peut prendre la vidéo là, et dire que tu as fait campagne
hors de la période officielle de campagne. Je vais vous expliquer certains points. Dernièrement, le député a le rôle, je les ai cités. Pour moi, le rôle le plus important, c'est de défendre sa population. Le député peut faire des propositions de loi qui peuvent être infructueuses. Il y a beaucoup de problèmes à Niamey. Et nous, on pense pouvoir proposer des lois dans beaucoup de secteurs, comme le transport. Donner un cas par exemple. Le transport. Quelle proposition de loi, par exemple, dans le transport? Vous avez proposé quoi? Non, je ne vais pas me... Non, mais quand même, non, je viens. Allons-y là. Je viens. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Au moins, je vous mets un peu l'eau à la bouche. Non, mais vous pouvez revenir en période officielle de campagne et je vous dirai dans tous les détails, dans les moindres détails. Ce que je voudrais faire, Agnement, c'est une zone où il y a beaucoup de transporteurs. Il y a beaucoup, quand tu ne vas pas rentrer dans une cour à Agnement, où il n'y a pas sorti un chauffeur de taxi, ou un chauffeur de baka, ou bien un commerçant. Vous avez besoin de choses comme ça? Oui, Agnement, c'est les deux activités majeures réalisées à Agnement, c'est le transport de commerce. Agnement est appelé cité de la Koula. Et donc nous, on est réputés pour la vente de Koula, essentiellement. Nos parents, c'est le travail qu'ils ont fait depuis des décennies. Et donc ceux-là, ils sont aujourd'hui oubliés par le système. Les commerçants de Koula sont oubliés par le système. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pouvoir proposer des lois pour que ceux-là, ils aient une couverture sociale. Mais je crois que la CMU existe, non? La CMU. La CMU existe pour les nationaux maladies, non? La CMU ne peut pas couvrir les commerçants de Koula. Ils ont besoin d'une situation beaucoup plus spéciale. Ah bon? Donc la CMU n'est pas aussi spéciale? Non, la CMU c'est pour tous les citoyens. Donc vous voulez couvrir les gens qui travaillent à faire de la Côte d'Ivoire, première productrice de Koula. Vous voulez confronter à eux la CMU qui est pour tous les citoyens ivoiriens. Non, non, non. Moi, je ne pas de mesure. Mais ça, est-ce que ça, c'est pas du Parce que c'est un travail. Est-ce que ça, ça existe. Le conseil du café cacao, le conseil du coton, de la NACAD, vous connaissez? Oui, allez-y. Vous savez que ceux-là, ils bénéficient quand même de certain nombre de privilèges. Effectivement. On veut autant pour le commerçant de Koula. C'est tout, pas plus. On veut autant pour le commerçant de Koula. Que nos parents qui ont commercialisé la collecte, qui ont fait la Côte d'Ivoire première production mondiale, puissent être considérés. Et que leur retraite soit au moins rémunérée. Qu'ils puissent profiter d'une petite prime, la petite soit-elle, une prime d'IAG. Que cela puisse jouir des bénéfices du travail qu'ils ont abattu pour l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ça, ce n'est pas un travail pour eux, mais c'est pour l'État de Côte d'Ivoire. D'accord, merci. C'est la même chose pour les transporteurs. Quand quelqu'un finit, il vieillit, il n'a plus la main, il ne peut plus conduire. Il n'a plus rien, il reste à la maison. Il n'y a aucune assurance derrière. Assurance, il n'y a rien du tout. Il part à la retraite sans rien. Il faut les encadrer. Et c'est des lois. En fait, quand je le dis, ce n'est pas que pour Agnement. Parce qu'une loi ne peut pas être votée que pour une ville. Effectivement. Une loi se répond sur toute la. Parce que vous êtes député dans le. Quand je le dis, ça compte pour Abobo, qui est aussi une zone où il y a beaucoup de transporteurs, pour Koumassi, pour Mabori, et pour toute la Côte d'Ivoire. Et donc, c'est des lois, je pense, qui, si elles sont proposées par ma personne, seront défendues par mes collègues députés. Maintenant, et au cas où la loi ne passe pas, si la loi n'est pas majorité, faites comme voilà pourquoi j'ai dit que le député n'est pas que ce rôle. Les lois peuvent être infructueuses, mais à côté de son rôle de voter des lois, de contrôler l'action du gouvernement, il doit défendre et protéger ses populations. Je vais vous expliquer une injustice pour laquelle je me suis engagé politiquement pour ces élections législatives. Vous savez qu'à l'hôpital général de Niamey, les patients payent les mêmes frais que dans les cliniques UP. Les patients paient les mêmes frais que dans les cliniques UP. Oui. Ah bon? Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital général de Niamey, il y a des femmes qui accouchent par césarienne et qui payent pratiquement 300 000 francs? Ah bon? À l'hôpital général de Niamey. Est-ce que vous savez qu'à l'hôpital général de Niamey, est-ce que vous savez que dans cet hôpital-là, on paye les frais d'examen, on paye les ordonnances, on paye la chambre, on paye la consultation et on paye aussi les docteurs. Bon. Voici une injustice
qui est resté trop longtemps, qui a trop persisté dans notre commune. On n'en veut plus. Voici l'un des rôles des députés. Moi, je me suis engagé auprès de toute la population d'Anyama et c'est le seul point de mon programme que je dis haut et fort. Si demain, au soir du 27 décembre, Florence Fouidé est élu comme député, on ira en hôpital général. Après la rentrée parlementaire, dans toutes les destinations, c'est l'hôpital général. On va mettre de l'ordre dans ce hôpital. On va faire en sorte que la vie soit facilitée aux habitants d'Anyama. Parce que quand on est élu là, c'est facile d'améliorer les conditions de vie. C'est pour réduire le coût de la vie. Mais ce genre de choses ne peut pas arriver. Et tout le monde en parle, les gens en parlent, les gens s'indignent souvent sur les réseaux sociaux. Les autorités d'Anyama n'ont jamais les indignés un seul pouce face à ce problème-là. Mais c'est vrai que vous entendez, je vous Oui, dis. oui, mais je parle aux Ivoiriens. C'est la situation d'Anyama que j'explique. Ah, mais c'est qu'il y a l'urgence là. Mais je sais de quoi je parle. Je connais cet hôpital. Je fréquente cet hôpital-là. Et je vous ai dit tout à l'heure que j'ai même contribué à équiper cet hôpital-là en ventilateur. Je me soigne là-bas. Parce que c'est un établissement public. C'est fait pour les citoyens ivoiriens. Et donc il faut redresser ça. Il faut travailler au redressement de cet hôpital-là. C'est le seul engagement que je peux garantir aux habitants d'Anyama. C'est la seule promesse que je peux dire ça là, je ferai ça. Parce que pour les projets de loi là, les propositions de loi là, tu ne peux pas garantir à une population que je vais faire voter telle loi. Tu peux proposer, mais est-ce que ça va passer? Avant même que ça arrive en commission. Ça peut ne même pas passer, ne même pas passer. Et donc, nous, on va faire simplement des propositions. On va faire beaucoup de propositions de loi. Je serai député très ennuyé. À vous entendre, on a l'impression que ça va chauffer à l'hémicycle. Je suis avec vous, votre génération, franchement, absolument. On sent qu'il y a de la vibration. Il faut un peu plus de vigueur dans cette Assemblée nationale. C'est ce que nous, on veut là. L'honorable Assane Timoko avait dit qu'il souhaite, franchement, adresser au président de la République que les débats parlementaires soient diffusés sur la radio, la RTI. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis pleinement d'accord avec ça. Pourquoi? Il faut que les Ivoiriens sachent ce que les députés disent en leur nom à l'hémicycle. Mais vous attendez votre professeur nouveau? Non. Il faut qu'ils viennent. Parce que les Ivoiriens, là, on ne peut pas voter quelqu'un et la personne va vous représenter, ils portent notre voix. On ne sait pas ce qu'ils nous ont fait pour nous. À Anyama, ici, les députés sortants n'ont fait qu'une seule restitution parlementaire. Une seule restitution parlementaire. Et c'était un semblant de restitution, je vous explique, parce que j'y étais. On est allé s'asseoir à la restitution parlementaire. Ils sont deux députés. Et les députés d'Anyama, il y a un qui ne sait ni lire ni écrit. Un député? Un député. Ah bon? Il ne sait ni lire ni écrit. Il y a combien de sièges? Des sièges? Il y a 2 sièges à Anyama. 2 sièges. Il y a l'un parmi eux qui lui au moins sait lire et sait écrit. Et donc lui, pour cette restitution parlementaire, qui a été suscitée par pratiquement une colère populaire. Parce que depuis l'élection, on se demandait, mais pourquoi il n'y a pas de restitution et tout, venez nous expliquer ce qui se passe au Parlement. Et quand ils sont venus s'asseoir, ils nous ont fait une lecture, et quand on posait des questions, ils se perdaient dans ses fiches. Pour quelqu'un qui allait discuter, proposer, qui nous a défendu au Parlement, il se perd même dans ses réponses. Il n'y a pas de réponse concrète qui a été donnée à cette restitution-là. Et le second député qui ne s'est ni lu ni écrit, nous lui avons adressé une question. Il n'a pas pu répondre. Le député qui s'est lu, par contre, lui dit que lui, il est le porte-parole des députés de nous. Tu es le porte-parole de nous, la population. Et vous êtes deux avec notre porte-parole. Le premier porte-parole a parlé, on veut que le second parle. Bien naturellement, rien dit. Et ça a créé un petit scandale dans la salle et la restitution a pris fin an. Depuis lors, plus jamais de restitution à Anyama. Donc il faut que les débats parlementaires soient diffusés. Pour qu'on puisse voir nos députés qui vont dormir, on puisse les voir dormir. Nos députés qui veulent la parole avec vigueur et qui nous défendent, on veut les voir. Pour pouvoir leur redonner notre confiance. Mais aujourd'hui, si tu demandes à un enfant qui est député à Anyama et en Côte d'Ivoire, c'est le nom de la Salette Timoko qui va sortir. Et les gens même s'amusent à dire vous êtes derrière la DCI, c'est normal pour non, mais je suis venu à la DCI par rapport à ce qu'il fait. D'accord. Donc c'est pas parce que je suis là aujourd'hui que non, je ne suis pas c'est un travail qu'il fait qui est factuel. Je pense que vous le constatez. Oui. Il prend des positions dures au péril des avis. Moi j'ai beaucoup aimé la data, l'histoire de la data. L'histoire de la data. Je connaissais. Une seule personne
qui se soulève pour des millions d'habitants. Et aujourd'hui, la data, ça profite à tout le monde. Oui. Même ceux qui vont le critiquer, le traiter de populiste là. Mais c'est avec cette data. Mais si la vie avait été rendue beaucoup plus chère, ça serait compliqué. Mais nous sommes dans l'ère de la digitalisation. On travaille avec la connexion. Même l'émission qu'on est en train de faire va passer avec la connexion. Les abonnés qui vont regarder. Mais grâce à Salet Tinubu aujourd'hui, là, ça va réduire le coût de passe de la data. Donc quand les gens s'amusent à dire populisme, ça me fait simplement rire. D'accord, merci. On va voir. Le gars, il a besoin. Je parlais du cas du chômage des jeunes. Oui, le chômage des jeunes. C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est déjà la formation, qui n'est pas adaptée aux réalités du monde. La Côte d'Ivoire est un pays en plein développement. Et donc on a besoin de main-d'œuvre qualifiée. On a besoin de certain nombre de compétences dans certains domaines. Des compétences qu'aujourd'hui on importe dans d'autres pays. Moi je m'étonne d'être sur des chantiers publics et de voir des personnes venir de d'autres pays parce qu'ils ont beaucoup plus de compétences en BTP que les Ivoiriens. Et donc il faut chercher à former nos frères Ivoiriens qui ont travaillé sur leur propre territoire. Il faut créer des conditions pour que les jeunes de leur bas âge. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à ce niveau, parlons du cas des BTP, est-ce que ce n'est pas le gouvernement, peut-être, qui peut-être favorise les multinationales au détournement de nos jeunes qui ont appris cette formation peut-être dans nos établissements en Côte d'Ivoire, oui, au public? Parce que ce n'est pas la formation, oui. Parce que c'est les partenariats entre ces pays-là qui fait que c'est l'État en question appelle les multinationales pour s'approprier le marché au niveau du secteur. Donc, qu'est-ce que vous en dites là? Non, ça peut être une réalité, mais après, on ne confie pas sa maison à quelqu'un qui n'est pas maçon. La construction de la maison à quelqu'un qui n'est pas maçon. Et donc, tu peux être formé, mais pas suffisamment formé pour ce que je veux. Et donc, l'État doit renforcer la formation, parce que l'État ne fait pas confiance aux personnes qui le forment. Moi, je travaille dans un établissement privé et je me plais à me faire piquer, à me faire vacciner, à faire mes injections à des élèves formés par nos soins. Parce que nous savons la formation que nous les inculquons. Mais si l'État lui-même ne donne pas de marché aux jeunes entrepreneurs, c'est parce que l'État n'a pas confiance, soit en leurs compétences, ou soit l'État est en train de faire du deux poids deux mesures, sinon l'État doit forcément faire confiance à la main-d'œuvre locale. Voilà. D'accord. Merci. Alors parlons des PME. C'est quand même un sujet qui est d'actualité. Les PME, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui les PME ont quasiment, surtout en Côte d'Ivoire, le marché qu'il faut pouvoir s'épanouir au niveau de l'entrepreneuriat? Est-ce que vous pensez que l'entrepreneuriat aujourd'hui est quand même un bon secteur en Côte d'Ivoire où les jeunes s'épanouissent correctement? Oui, je le dis parce que je suis entrepreneur moi-même. L'entrepreneuriat, il faut intensifier la formation là-dessus. On a des jeunes qui sont sortis du lot, qui ont réussi quand même à faire de très grands projets. Qui profitent souvent de Ben Aziz Konaté, Boulaye d'Or, Stéphane Sucré, il fait un très bon travail. Stan Zézé, voilà, tout cela. Vraiment, il faut qu'on parte à leur école. Il faut qu'ils nous enseignent. Voilà pourquoi j'ai salué quand l'État a décidé que désormais l'entrepreneuriat soit enseigné dans nos écoles. Pour moi, c'était pour moi la plus grande décision de l'État de Côte d'Ivoire en termes de l'éducation nationale. Parce qu'il nous faut clairement, il faut que les gens sortent du système-là, puissent déjà pouvoir s'orienter. Quand ils disent que l'école que tu es en train de faire là, c'est pour t'apprendre à lire qui. Après que tu saches lire qui est calculé, tu dois pouvoir gagner de l'argent. Donc en gros, si je comprends bien votre analyse, le système de l'éducation en Côte d'Ivoire met plus l'accent sur la théorie. Il n'y a pas assez de pratique. Donc le savoir-faire concrètement, qu'est-ce que l'enfant doit faire, c'est quand même difficile. Tout à fait. Écoute, il y a en chaque enfant une âme d'entrepreneur. D'accord. En chaque enfant. Les enfants souvent, quand tu les Est-ce qu'on est avec ça?
centre de Non, pas forcément. Mais comme vous dites, Mais à chaque enfant, écoutez, il faut faire attention. Je vais vous expliquer un exemple. Soyez concret, hein, Je vais vous expliquer un exemple. J'ai ma petite soeur. Je l'ai observée. À chaque fois que j'arrive, elle a des dinettes. Et quand elle les dépose, elle a des trucs, elle met du sable dedans, n'importe quoi, les feuilles et tout ce qui va avec. Et quand j'arrive, elle dit je vends. Et c'est la nourriture que je vends du riz. Ouais, mais ça, tout le monde l'a fait, ça c'est l'enfant. Non, je viens. Mais l'enfant sait déjà qu'il faut vendre pour pouvoir gagner de l'argent. Un enfant qui a cette information-là, il faut l'encadrer. Et la petite, quand elle a commencé à aller à l'école, je dis, mais toi là, on va lui donner 500 francs. On va donner 500 francs à ta maman. Elle va acheter des bonbons et des biscuits. Tu vas mettre ça dans une boîte et tu vas commencer à vendre. Et la petite, elle le fait. Jusqu'à présent, son commerce s'agrandit. C'est une éducation que je suis en train d'inculquer à cette petite fille. C'est ce qu'on doit leur dire à l'école. Que tout le monde ne pourra pas être docteur. C'est le rêve, on va tuer les rêves. Mais tout le monde ne pourra pas être pilote. Tout le monde ne pourra pas être président de la République. Il y en a parmi vous qui vont faire des entreprises et qui vont les diriger pour le bonheur des Ivoiriens. Tout le monde doit apprendre à gagner de l'argent. Tout le monde doit apprendre à gagner de l'argent. Et c'est ce qui ne se fait pas, ne se dit pas dans nos écoles, dans nos salles de classe. De sorte que quand on finit d'avoir le baccalauréat, on dit ah, le bac est fini maintenant, on ne fait plus rien. Alors nous, on dit tu fais quoi après le bac? Ah, je me débrouille, je fais rien. Tu fais quoi après le BTS? Bon, je suis là, je fais rien. Parce qu'on s'est dit clairement que le gouvernement va absorber notre talent, va nous mettre dans un système on va dire professionnel après l'obtention de nos diplômes. Mais il faut dire à la jeunesse que l'État ne leur doit pratiquement plus rien et que tout le monde ne pourra pas être fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire et que certains d'entre eux devront apprendre à travailler eux-mêmes avec les compétences qu'ils auraient acquis au niveau de leur diplôme d'école. Mais s'ils n'ont pas de financement, comment ils vont faire pour s'installer? Voilà, tout ça, ça fait partie de l'école. Il faut les apprendre à comment on peut obtenir du financement. L'éducation financière. Voilà, il faut tout ça, ça doit s'apprendre à l'école. Pour moi, c'est la priorité. Donc, à vous entendre dans la question, il faut changer carrément le système. Hein? Non, il faut carrément changer l'améliorer. Il y a beaucoup d'améliorations à faire. En tout cas, il faut faire en sorte qu'on ait beaucoup de Stanislas Zizé, beaucoup de champions nationaux. De champions nationaux, il faut. Le président Alassane Djimoko en parle tout le temps. Je me rappelle que même les stations, le président les choisit. Il aime les champions nationaux. Quand on est avec le président, il va encourager les champions nationaux. Il dit, il ne prend pas son cadran dans toutes les stations. Il dit, ce jeune-là, c'est un champion national. Et c'est là-bas qu'on va prendre le cadran. Si tous les Ivoiriens faisaient autant, et que nous tous, on encourageait nos frères qui ont entrepris dans leur domaine à évoluer, mais on va avoir de grands entrepreneurs en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le chiffre d'affaires, le PIB, le PNB, va tripler en Côte d'Ivoire. Donc il faut encourager, les PME. Absolument, absolument. D'accord. C'est quoi votre vision pour la Côte d'Ivoire? En tant que jeune, en tant que futur député, c'est quoi votre vision pour la Côte d'Ivoire? Ma vision pour la Côte d'Ivoire, c'est une Côte d'Ivoire transparente. Expliquez un peu. C'est une Côte d'Ivoire transparente, une Côte d'Ivoire dans laquelle les Ivoiriens voient là où leur argent va. Une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens se sentent en sécurité. Une Côte d'Ivoire de justice, où lorsque un Ivoirien subit une injustice, peut pleinement se rendre à la police, avec pour conviction que la police tranchera en la faveur de celui qui a raison. Et puis, mais ça c'est le propos, peut-être que actuellement la police ne veut pas ça. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'en Côte d'Ivoire, la justice doit être transparente. Si tu penses qu'elle est déjà transparente, elle doit être encore plus transparente. Il faut que les Ivoiriens puissent se sentir en sécurité. Il faut que les Ivoiriens, le panier de la ménagère, il faut que le coût de la vie puisse être réduit en Côte d'Ivoire. J'allais justement parler de ça, la cherté de la vie. Parlons maintenant de la cherté de la vie. Je pense que c'est un sujet qui est quand même d'actualité, qui fait débat en Côte d'Ivoire, la cherté de la vie. Et en tant que jeune, j'espère, en tout cas moi je suis jeune également, lorsqu'on sera à l'hémicycle, on va proposer des lois pour qu'on ait au moins une réduction sur la cherté de la vie. Mais d'où part réellement ce mal-là? Quand vous regardez la société ivoirienne, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la vie est chère?
C'est quoi? On veut tout savoir. Pour nous expliquer un peu ce concept. Moi, je ne saurais vous donner la raison de pourquoi la vie est chère. Mais vous avez dit que le palais d'aménagement, vous avez fait la paix d'aménagement. Oui, vous avez mais oui, je sais que la vie est chère. Je sais que la vie est chère. Parce que les Ivoiriens vous écoutent. Non, je parle aux Ivoiriens. D'accord. Je sais que la vie est chère. Tous les Ivoiriens savent que la vie est chère. Le transport, le carburant, le panier de la ménagère, les denrées alimentaires, l'huile, le sucre, le riz. L'État ne fait que défendre qu'il est en train de subventionner tous ses besoins de première nécessité. Mais il faut redoubler d'efforts pour faire en sorte que les Ivoiriens qui ne gagnent pas plus puissent avoir accès à ces petits besoins. Le SMIC, c'est 75 000 francs en Côte d'Ivoire. Mais le SMIC est suffisant. Le SMIC, il n'est pas suffisant. Ah bon? Pour les réalités. Je prends l'exemple de quelqu'un qui travaille ici à Agnéma. À Agnéma, il n'y a pas de besoin de moins de 25 000 francs. Si tu as un studio de moins de 25 000 francs, alors soit il n'y a pas l'eau, soit il n'y a pas l'eau. Ah bon? Et répétez ça en démon la campagne. À Agnéma, si tu as un studio de 25 000 francs, soit il n'y a pas l'eau, soit il n'y a pas l'eau. Dans une zone très reculée. Et pour quelqu'un, un vigile par exemple, qui gagne le SMIC, là encore, toutes les entreprises n'appliquent pas le SMIC. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Toutes les entreprises n'appliquent pas le SMIC. On est d'accord? Il y a la corruption là. Toutes les entreprises n'appliquent pas le SMIC. Et un vigile, je prends l'exemple de vigile, je dis n'importe quoi, qui touche le SMIC, qui vit à Léman, il doit prendre une maison, un studio reculé quelque part là-bas de 25 000 francs. 25 000 francs moins de 75 000 francs de reste combien? Fini. Fini. Il mange comment? Il va au travail comment? Comment il prend soin de sa petite famille ici? Il en a une. Le SMIC n'est pas suffisant. Au regard de la qualité de vie, du train de vie des Ivoiriens. Un sac de riz acheté dans les 50 000 francs, il reste pratiquement 25 000 francs. S'il achète un sac de riz, il reste 25 000 francs. Vous pensez que 25 000 francs, s'il enlève l'électricité, l'eau, s'il y a l'eau chez lui, il reste quoi à vivre? 10 000 francs pour qu'il mange, même s'il mange 500 francs par jour. Donc vous positionnez en tant que défenseur, au simple du peuple. Absolument. 75 000 francs, c'est peu le SMIC. Pour un pays, bon, donnez approximativement un chiffre maximum. 150 000 francs. 150 000. 150 000 francs. Parce que ça, c'est pour pas un tout. pays, l'État nous dit que l'économie de notre pays va bien. Nous ne sommes pas économistes. Mais à partir du moment où notre gouvernement ne se plaint pas de ce que l'économie va mal, on doit normalement demander à ce que le SMIC monte jusqu'à 150 000 francs. Non, mais l'argent est réparti sur différents sphères. Oui. Donc on ne peut pas quand même. Non, mais c'est réparti. L'argent est destiné à qui? Aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. Et donc fixer le SMIC à 150 000 francs, ça sera au grand bonheur de tous les Ivoiriens. C'est pas pour le RATP, c'est pas pour ADCI, c'est pas pour PDC, mais c'est pour tous les Ivoiriens. Et ça, c'est le combat que tout le monde doit porter. Mais je vous assure que si un député de l'opposition propose ce genre de projet à l'Assemblée nationale, il y a des députés d'un certain nombre de partis politiques qui feront bloc contre cette décision. Dans nous, c'est un peu les députés, est-ce qu'on peut savoir ceux qui sont contre ce projet? Non, je ne peux pas citer le nom, ah, mais parce qu'il y a des députés qui posent opposition par rapport à un certain nombre de choses, qui touchent clairement la qualité de vie des Ivoiriens. Mais pour des intérêts politiques. Ah, mais les députés sont pas feux, c'est quoi? Je crois que c'est 3 millions le salaire. 1 500 000 francs. Oui. C'est beaucoup de privilèges, les députés. Mais les députés, qu'est-ce qu'ils font réellement pour défendre leur population? Mais tu touches 3 500 000 francs. Ça te coûte quoi de combattre pour que tes populations qui t'ont mis là touchent un SMIC de 150 000 francs? C'est raisonnable. Mais vous, c'est pas le luxe. Vous allez bénéficier des 3 millions. Si je suis député, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pour travailler. Les 3 millions, ce n'est pas pour mettre le député dans un certain luxe. Mais là, moi, est-ce que vous dites? Bien sûr. Je serai un député qui répartira ces 3 500 000 francs. Dans les 3 500 000 francs,
c'est débattu, c'est départagé par rapport à ce nombre de charges. Le président de la Suède a dit également que vous avez aussi 10 millions pour les frais d'installation. Primes d'installation. Ça, c'est quand même c'est un gros montant aussi. C'est un gros montant pour un député qui doit. Voilà pourquoi je le dis, j'insiste, que le député doit pouvoir faire son travail. Tu n'as plus rien d'autre à faire si tu es payé à 3 500 000 francs. On te demande que de défendre les populations. Mais tu payes à 3 500 000 pour un travail que tu ne fais pas. C'est abusé. Et voilà pourquoi notre combat est d'être député. La somme importe peu, le salaire importe peu pour un député. Donc, mais c'est le rôle. Vous allez opter pour une réduction du salaire des députés ou bien non, pas du vous allez plus travailler pour que les populations se sentent à l'aise? Se sentent à l'aise. Et que les populations sentent que le député mérite clairement son salaire, le salaire qu'il vient verser. Parce que dans les 3 millions, il y a beaucoup de choses. Il y a même le loyer du siège de la maison du peuple que le député doit prendre. Normalement, ça n'existe pas. Dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. M. Traoré, en tout cas, franchement, on a beaucoup appris avec vous et on sait que une fois à l'hémicycle, vous allez porter haut et fort toutes ces vibrations, toutes ces doléances de la société ivoirienne parce que vous avez de la haïs et moi je vous admire franchement. On va juste une dernière question pour terminer l'émission. C'est quoi votre mot de fin? Quel est votre mot de fin pour la jeunesse? Qu'est-ce que vous pouvez dire au soir du 7 décembre, vous soyez élu à l'hémicycle, vous regardez la caméra et vous parlez à l'endroit de la jeunesse, à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire et à l'endroit de la commune d'Aniamon. Toute la population d'Aniamon vous regarde. Qu'est-ce que vous pouvez dire concrètement? Merci beaucoup. Je tiens d'abord à te dire merci d'être venu. Merci pour l'interview. J'ai passé un bon moment à t'écouter. Alors, je voudrais dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire et d'Aniamon particulièrement que personne ne viendra nous donner du pain béni. On n'est pas à la mosquée ni à l'église. On est dans une quête. Et cette quête-là est pour toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Personne ne viendra avoir pitié des jeunes. Il faut qu'il n'y a personne mieux que nous-mêmes pour connaître nos problèmes. Nous souffrons du chômage. Nous souffrons des questions d'infrastructure. Nous souffrons de beaucoup de maux. Aujourd'hui, la solution à cette souffrance, c'est l'engagement politique. Pour les jeunes des villages les plus reculés de toutes les contrées de Côte d'Ivoire, si vous avez des idées que vous portez, des aspirations, il faut les faire entendre en vous présentant aux différentes élections locales. Même si vous n'avez pas l'argent et que vous n'avez pas les moyens, il faut quand même vous engager. S'il faut marcher pour battre une campagne, marchez pour battre une campagne. Si vous devez prendre des vélos ou des motos pour battre votre campagne, il faut le faire. Dans tous les cas, trouvez les moyens pour véhiculer votre message. Ne vous laissez pas isoler, ne vous laissez pas mettre en marge par les hommes politiques dits puissants. Tout le monde est puissant de par les idées, de par les projets. L'argent est un élément important en politique, mais l'argent n'est pas le seul élément en politique. Et donc, il faut vous dissocier de toutes les visions politiques qui ne sont pas faites en faveur des jeunes. À la jeunesse d'Aniamon, votre frère est là pour une seconde fois. J'ai été là en 2023. Vous avez décidé de ne pas me donner le pouvoir. Je suis d'accord avec vous. J'ai appris et je reviens humblement pour redemander une mobilisation extraordinaire pour notre candidature aux élections législatives. Le 27 décembre 2025, faisons en sorte qu'un projet puisse triompher à Anyama et que ce projet soit bénéfique pour toutes les populations d'Anyama. Je suis Traoré Youssouf Olivier, candidat aux élections législatives de 2025 à Anyama, secrétaire national en charge de la jeunesse du mouvement aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire. J'ai été très ravi de partager ce moment avec vous. Que Dieu bénisse, la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse Anyama. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse Anyama. C'était l'émission Le Rendez-vous des Champions en compagnie de M. Traoré, secrétaire national en charge de la jeunesse de l'ADCI, futur député de la circonscription d'Aniamon, et on espère qu'il sera élu au soir du 27 décembre. Allez, à bientôt. Abonnez-vous massivement à notre page YouTube pour plus de
de vibrations, pour plus de contact avec le peuple de Côte d'Ivoire, car c'est ça l'étoile, c'est ça la notion. Cette émission est la voix de la jeunesse, l'émission Le Rendez-vous des champions. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission avec un autre candidat déclaré pour les élections législatives 2025. Allez, à bientôt.